Dans le monde merveilleux d'Animoland, Toby le mouton et Jackie le croco battaient plein leurs activités quotidiennes. Alors que Toby batifolait fougueusement et joyeusement dans les prés avec ses amis à toison touffue, leurs activités favorites? Se suivre et bêler sans interruption tout en engloutissant un max d'herbes bien fraîches. Toby excellait dans son rôle de tondeuse à gazon sur pattes. Pendant ce temps, les activités de Jackie se trouvaient être bien différentes. N'étant pas un goinfre, Jackie savait ne manger qu'à l'occasion. En même temps, tout bon croco-bougon et fainéant qu'il était, quand il ne se dorait pas la pilule au soleil, il passait son temps à se laisser porter par l'eau de la piscine. À l'occasion, alors que des animaux assoiffés tentaient de lui dérober l'eau qu'il chérissait tant, Jackie se permettait, avec ses copains, d'en croquer quelques-uns. Mais l'histoire n'a pas toujours été ainsi, et bien des cousins de Toby et Jackie auraient fait honte à nos amis. Oui, car autrefois, tout le monde ne suivait pas le régime alimentaire alloué désormais à chacun. Allez, courage Toby et Jackie! Salut les égarés! Remontons le temps jusqu'au Crétacé supérieur de Madagascar, une période de l'histoire de la Terre durant laquelle un groupe de crocos écologiquement très diversifiés florissait, les notosuchiens. Apparus au Crétacé inférieur, les notosuchiens sont un groupe de crocodilomorphes méso-eucrocodiliens terrestres qui comptent des représentants comme Malawissuchus, ne mesurant que 30 cm de long, ou Razanendrongobe, d'une taille avoisinant les 4 mètres de long. Notosuchia, qui veut dire crocodile du Sud, est désormais un nom moyennement juste, des spécimens ayant été retrouvés en Europe par exemple. Mais il est clair que la plupart des notosuchias ont été retrouvés dans l'hémisphère sud et notamment en Amérique du Sud. D'ailleurs, la région de Bauru, au nord de Sao Paulo, comptait durant le Crétacé une chaîne trophique dominée par des notosuchias carnivores et non pas par des théropodes comme les abélisauridés qui foisonnaient dans les régions voisines de l'époque. Les derniers notosuchiens disparaîtront durant le Miocène, premier étage du Néogène avec les Sébécidés. Mais en l'état, la plupart des taxons n'ont pas passé la crise KPG. Leurs dents ont pu être également confondues avec celles de mammifères tant elles y sont semblables, bon nombre d'entre eux étant même hétérodonts. Mais c'est bien à Madagascar que nous nous arrêterons. Au Maastrichtien, y vivait un petit animal fort étrange, mélange de croco, d'ankylosaure et de glyptodon. Long d'environ 75 cm, Simosuchus est un notosuchia herbivore doté d'une posture érigée, d'une queue très courte, d'une armure parcourant la quasi-totalité de son corps, ainsi qu'un crâne de carlin. C'est ainsi qu'on le surnomme. Cette petite bête, sans doute le crocodile favori de la jante féminine si j'en crois les réactions quand j'ai montré sa photo sur Discord, est vu comme un herbivore strict ou bien comme un herbivore omnivore, se nourrissant donc des végétaux au ras du sol et pourquoi pas de petits invertébrés, d'arthropodes, de grenouilles, etc. Dans une étude de 2000 de Buckley et al., les chercheurs présentent même l'animal comme un possible herbivore fouisseur du fait de son museau plat et large, ainsi que des apophyses cervicales développant une forme et une taille permettant l'attache de gros muscles et une rigidité propice au fouillage, tête la première. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si cet animal fouissait seulement creusant des terriers, ou alors s'il développait des galeries. Malawissuchus et Armadillosuchus sont également vus comme des notosuchias fouisseurs. Les dents enfeuillées de Simosuchus sont typiques des animaux herbivores, et l'on en retrouve chez bon nombre d'espèces très éloignées les unes des autres par convergence évolutive. Déjà établie en 2000, la terrestrialité de Simosuchus, du fait de la position des narines et des yeux sur le crâne, a également été réaffirmée par Georgi et al. En 2010, revenant sur la queue très courte et peu mobile que possédait l'animal, ne lui permettant pas d'accéder à un mode de locomotion aquatique, contrairement aux Eusuchia actuels par exemple, qui se servent de leur longue queue musculeuse comme propulseur. En effet, les arcs hémo et neuro sont courts, les centrums empêchaient une grande amplitude de mouvements latéraux et les longs processus transversaux et l'orientation zygapophysaire indiquent également un mouvement latéral restreint. Ajoutez à cela le bouclier d'ostéoderme qui s'est ajouté au rangé du dessus et vous avez un appendice devenu peu utile. Une tripotée d'autres études de 2010
indices apportent des informations supplémentaires. Ainsi, les ornementations et projections découvertes sur les crânes de différents spécimens pourraient être interprétées comme un signe de dimorphisme sexuel, et le crâne est incliné à environ 45 degrés. Les membres sont très robustes, larges, les pieds sont de taille réduite, et les zones d'attache musculaire fortes au niveau des humérus et des fémurs confirmeraient un mode de vie purement terrestre. Alors si vous étiez baladé dans une petite prairie du Crétacé terminal de Madagascar, vous auriez eu la chance et la surprise de croiser un lointain cousin de Jackie en train de brouter de la verdure, se déplacer rapidement sur le sol ou creuser des terriers pour se protéger des prédateurs. On est loin des gros Boostifyers actuels, hein. Reculons un peu dans le temps et arrêtons-nous à présent en pleine Éocène de Chine. Découvert en 1923 et connu depuis par un unique crâne, cet animal a d'abord été classé parmi les condylarthres mésonychidés par Roy Chapman Andrews. Rien que ça. Les mésonychidés ont une classification phylogénétique très incertaine et les différentes études les placent soit comme faisant partie des Mésonychia en tant que probable ancêtre des cétacés ou plus récemment soit comme des condylarthres, les premiers animaux à sabots, au sein des Laurasiatheria. Ces animaux sont souvent surnommés loups à sabots du fait de leur morphologie superficielle semblable à ces grands canidés et possédant donc des sabots au bout des doigts. Oui mais voilà, comme rien n'est jamais simple en paléontologie, voilà qu'Andrewsarchus a donné bien du fil à retordre. Ce gros crâne de 83 cm dont le museau représente à lui seul environ 60% de la longueur, présente des particularités qui sembleraient le rapprocher d'autres animaux. Les entélodontes. Mais si, les entélodontes. Vous savez, ces créatures des enfers que sur la Terre des monstres disparus nous avaient présentés comme des porcs géants et agressifs. Bon, finalement, il semblerait que ces animaux soient moins proches des suidés que des baleines et hippopotames. Je vous l'ai dit, rien n'est jamais simple. Ainsi, en 2009, Spalding et al. Nous présente une phylogénie des cétartiodactyles, comprenez cétacés plus artiodactyles, au sein d'un même ordre, plaçant Andrewsarchus dans le clade des cétacodontomorpha, proche des entélodontes, hippopotames et cétacés. Phylogénie soutenue en 2019 par Zurano et al. Andrewsarchus reste plus vieux que le plus vieil entélodonte connu. Ainsi, notre ami ici présent a vécu il y a environ 45 millions d'années, tandis que les entélodontes ont vécu dans l'Europe et l'Asie entre l'Éocène supérieur et le Miocène moyen. Compliqué, vous trouvez? Vraiment? Bon, on va simplifier. Andrewsarchus est vu actuellement comme un cétartiodactyle proche des entélodontes, hippopotames et cétacés, ayant vécu durant l'Éocène moyen. On peut donc imaginer ce bestiau sous une forme proche des entélodontes, avec peut-être 2 sabots en plus à chaque patte, comme sur ce joli dessin que j'ai fait rien que pour vous. Ce qu'on remarque sur le crâne, c'est aussi que les orbites sont basses et largement séparées par le museau. La crête sagittale est petite et l'articulation avec la mandibule est peu profonde. La formule dentaire est similaire à celle des entélodontes, tant et si bien que des paléontologues affirment même que si seules des dents avaient été retrouvées, il y aurait fort à parier qu'on les aurait classées parmi les entélodontes. Chez les entélodontes, les paléontologues suggèrent des comportements agressifs entre individus de la même espèce au regard des fractures et autres marques découvertes sur les fossiles. La mâchoire est résistante et les dents sont souvent très usées. On a des museaux semi-circulaires à la manière des hippopotames que l'on retrouve également chez Andrewsarchus, avec des dents proéminentes servant à saisir, mais surtout à être vues. Peut-être pour impressionner. Les entélodontes avaient une alimentation probablement omnivore, allant des fruits, noix, racines, écorces, aux feuilles, champignons, invertébrés et à l'occasion de petits vertébrés. En parlant du crâne d'Andrewsarchus, avec Maxence, un jeune paléontologue qui s'y connaît en mammifères disparus, la discussion a vite tourné autour de la force des mâchoires et du probable régime alimentaire de la bête. Il en est ressorti que, bien que la crête sagittale servant à l'attache des muscles de la mâchoire chez bon nombre de mammifères carnivores soit de petite taille, les arcs zygomatiques surdéveloppés juste sous les orbites auraient permis une forte attache musculaire à ce niveau, permettant une force d'occlusion conséquente, s'ajoutant à une grande robustesse des dents. Alors même s'il manque la mandibule et le squelette post-crânien pour en être un peu plus certain, le crâne d'Andrewsarchus laisse penser à Maxence à un comportement de mésocarnivore, à la manière des loups actuels, c'est-à-dire une alimentation en majorité carnivore, mais qui peut parfois, en de faibles proportions, s'accompagner d'un peu de végétaux, comme des baies. Et oui, les loups mangent parfois des baies. Pourquoi mangent-ils des baies ? Peut-être pour pallier à certains manques nutritifs.
Mais Maxence a eu la meilleure des réponses. Peut-être qu'ils aiment juste les framboises. Je pense que je ne pourrais pas dire mieux. Alors on va pouvoir conclure en disant que tout ce qui nous paraît si certain aujourd'hui quand on voit un croco ou un mouton ou tout autre cétartiodactyle vegan, c'est que rien n'est figé dans le temps et qu'un crocodile peut devenir un agneau et qu'un mouton peut être un loup. L'évolution est pleine de surprises. Donc oui, il y a eu de petits crocos terrestres brouteurs au Crétacé supérieur et un mouton loup de 4 mètres de long durant l'Éocène de Mongolie inférieure. Et encore, je vous ai pas parlé du kangourou carnivore. Sur ce, avant de partir, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube très intéressante. Elle s'appelle Histoire d'apprendre. Vous y retrouverez bon nombre de vidéos, ça fait quelques années qu'ils sont présents, donc ça va parler de personnages historiques, de faits importants, d'événements qui se sont déroulés. C'est à chaque fois de petites descriptions, de courtes vidéos, mais c'est un concentré d'informations vraiment très agréable à écouter et superbement raconté. Ils ont également un groupe Facebook qui va relater des articles qui sont écrits par eux-mêmes, pareil concernant des personnages, des faits, des événements, à chaque date en fait où est posté l'article en question. D'ailleurs, j'ai déjà écrit moi-même 2 articles pour leur groupe. Le dernier en date est sorti le 3 février et il parle de Gideon Mantell et d'Iguanodon. Donc je vous conseille d'aller sur la chaîne, de vous y abonner, d'aller sur le groupe, pareil, de les suivre. Je trouve que c'est important qu'ils se fassent encore plus connaître. Sur ce, moi les égarés, je vous laisse. Je vous dis abonnez-vous à la chaîne, je vous dis laissez vos commentaires, je vous dis lâchez des pouces bleus en masse et je vous dis surtout à très vite. Ciao!